Mm. que ce soit sous l'administration Clinton, qui est à l'origine du drame congolais. Mm. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. L'administration Trump était sur le papier considérée comme l'administration qui n'avait pas pris part à tout ce qui s'est passé Mhm. au Rwanda et au Congo. Et donc, les Congolais avaient, et ça, je les comprends très bien, ils avaient un espoir que la situation pouvait changer. Mm. Sauf que les intérêts qui sont en jeu derrière toute cette affaire sont beaucoup plus importants qu'un accord signé, d'ailleurs, accord qui n'a pas été respecté du tout Pour par le le moment. Rwanda. Pour le moment. Pour le moment, Mais il par le faut qu'il Rwanda. soit signé à Washington. Et là, il va y avoir donc Félix-Antoine Tshisekedi d'un côté et Paul Kagame. Les deux risquent de se retrouver dans le bureau ovale avec Donald Trump. Il y a quand même quelque chose qui engage le Rwanda à faire, à agir et à concrétiser cet accord de paix, non? Oui, donc je pense que c'est une situation étrange parce qu'en réalité, le Rwanda n'a jamais respecté aucun accord de cessez-le-feu depuis des années. Et je pourrais apporter des précisions tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que les Congolais ne connaissent pas bien leurs adversaires. Parce que sur le plan militaire, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que pour mieux combattre un ennemi, parce que les Rwandais considèrent les Congolais comme leurs ennemis, on ne sait d'ailleurs pas ce que les Congolais leur ont fait, parce qu'ils ont accueilli les Hutus, les Tutsis, chaque fois qu'ils avaient des problèmes chez eux, ils ont été Les accueillis. Ougandais aussi, avec Oui, ils ont des tous groupes. été accueillis. Ouais. Non, les Congolais, c'est un peuple pacifique. Ce sont des gens accueillants. C'est-à-dire qu'on peut tout leur reprocher, sauf ça. Mm. Bon, alors, sauf leur générosité. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont aujourd'hui victimes de leur générosité. Et donc, entre 90 et 91 et 93, quand il y a eu les événements au Rwanda, quand l'armée patriotique rwandaise a attaqué le Rwanda, il y a eu l'ensemble de la communauté internationale, la France, les États-Unis, la Belgique, qui se sont mobilisés pour pousser le président Habyarimana à aller vers des accords de paix. Et la stratégie qu'a utilisée Paul Kagame et son mouvement rebelle, puisque lui, il est habitué aux rébellions, donc pour lui, c'est tout à fait banal ce qui se passe au Congo. Donc, la stratégie de Kagame, c'était ce qu'ils appellent eux-mêmes le talk and fight. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils négocient et en même temps, ils préparent les actions militaires. C'est exactement ce qu'ils font au Congo depuis 2003. C'est-à-dire depuis 2003, il y a eu les accords de Sun City, il y a eu toutes sortes d'accords. Il y a eu au moins plus d'une dizaine d'accords signés. Aucun de ces accords n'a été respecté. Donc c'est pour cela que je dis que on va dans une situation où les Congolais ont envie, ils ont une soif terrible de la paix. Et je les comprends de ce point de vue-là. Et je pense que tout le monde peut les comprendre. Le seul problème, c'est que pour faire la paix, il faut être deux. Quand il y a un conflit, il faut être deux pour faire la paix. Quand vous avez une partie qui veut la paix et qu'il y a une autre qui ne fait que guerroyer, c'est très compliqué pour la partie qui veut la paix d'atteindre cet objectif. Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer que le facteur Trump peut avoir un impact? Alain Juillet, donc l'ancien directeur de la sécurité de la DGSE, qui était dans le même fauteuil que vous la semaine dernière, et on lui a posé la question sur l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs, et il estime que Trump fait le calcul qu'il peut s'emparer des terres rares, puisqu'il y a un côté business évidemment comme toujours avec Trump, en traitant directement avec la RDC plutôt que de passer par un intermédiaire. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec lui, et est-ce que ce changement de braquet des Américains, puisque là on clore complètement ce qu'on pourrait appeler l'ère Clinton ou les conséquences de l'ère Clinton dans cette région, est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout ça peut avoir un impact? Oui, non, je partage l'analyse de M. Juillet sur le fait que M. Trump a envie de discuter directement avec le propriétaire. Parce Ouais. qu'on a affaire à des voleurs qui viennent du Rwanda et Ouais. on a affaire à un propriétaire qui est le Congo. Ben avant, on s'adressait aux voleurs. Mais même l'Union européenne s'est toujours adressée aux voleurs, Ouais. tranquillement. Je me souviens d'ailleurs à l'époque que M. Sarkozy disait que
le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda, alors que tout le monde savait que le Rwanda allait voler les richesses du Congo. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que le Kagame, M. Trump marche aussi un peu sur les œufs. Pourquoi il marche sur les œufs? Parce qu'il y a une partie du lobby minier américain qui se moque éperdument des droits de l'homme, des discussions qui se font ouvertement ou en secret. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès aux ressources. Et j'ai cru comprendre qu'un des membres, n'est-ce pas, de l'administration Trump a dit qu'ils ne sont pas contents. Ils ont organisé des sanctions contre un certain nombre de personnes parce que ces gens empêchent les États-Unis d'accéder aux ressources. Bon. Donc, notamment parlant de la mine, l'un des plus grands gisements, le gisement le plus important, le gisement de coltan, de Roubaïa, bon, qui était jusque-là un gisement qui était contrôlé par le Rwanda. Et d'ailleurs, qu'ils sont en train de... Il est encore plus après la reprise des combats avec du M23 et de l'arrivée de M. Joseph Kabila, dont on aura l'occasion de dire un mot tout à l'heure, parce que quelqu'un qui a été président de la République qui se retrouve dans une rébellion, c'est quand même étrange. Alors, ils veulent accéder directement à ces gisements et à d'autres gisements. Alors, précision pour ceux qui nous écoutent, le coltan est un élément essentiel en informatique. On ne pourrait pas utiliser de téléphone portable s'il n'y a pas de coltan. Évidemment. Et le seul producteur au monde, c'est le Kivu. Il n'y en a pas ailleurs. Les plus grosses réserves sont au Kivu. Et d'ailleurs, pour renforcer ce que vous dites, pour les États-Unis, le coltan a été découvert depuis 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, et considéré à l'époque par le Pentagone comme un produit stratégique de la sécurité des États-Unis. Donc, vous comprenez que les États-Unis, les ingénieurs américains, sont au courant que ce minerai, pour eux, est quelque chose de fondamental. Donc, ils se battent pour accéder à ce minerai, pour pouvoir avoir un accès, indéfini à ce minerai. Donc, la question de Kagame, pour eux, peut être, de ce point de vue, une question importante. C'est-à-dire, s'il veut vouloir partager ça avec les États-Unis, ils ne sont pas d'accord. Mais la question fondamentale pour les Congolais, c'est que leur pays ne soit en sécurité, que le droit international ne soit pas violé, ce qui est fait depuis 30 ans dans ce pays. Les États-Unis ont reconnu que le territoire rwandais était violé. Je pense Congolais, pardon, était violé. Je crois que c'était l'un des premiers principes. C'était même, ça figurait dans les accords qui ont été signés avec le Rwanda et les États-Unis. Oui, celui du 27 juin. Oui, 27 juin. Mais, sauf que le dernier rapport du mois de juillet des Nations Unies dit que les troupes le M23 et les troupes de Kagame, c'est-à-dire que les Rwandan Defense Forces, c'est-à-dire que les forces de défense rwandaises, occupent le territoire congolais actuellement. Oui, c'est un rapport Je voulais vous interroger, justement, c'était une de mes questions sur ce rapport. Oui, mais comment expliquez-vous qu'on dit qu'il ne faut pas violer le territoire de la RDC, c'est paraphé dans l'accord, et au moment où on le dit, tout le monde sait que les troupes rwandaises sont en RDC. Donc là, il y a une contradiction fondamentale. Contradiction fondamentale. Est-ce que vous pensez que cette contradiction peut s'estomper si l'accord est entériné à la Maison-Blanche, c'est-à-dire s'il y a vraiment signature de Trump, il y a 3 accords, il y a RDC, États-Unis, États-Unis-Rwanda et Rwanda-RDC. C'est ça. Mais si cet accord, dans sa globalité, est entériné, ça engage, monsieur, je répète la question que j'avais dit au début, ça engage monsieur Kagame. Et ma question suivante, est-ce que ça peut provoquer, selon vous, le départ du M23 du Sud et du Nord Kivu, de Goma et de Bukavu? Comment voyez-vous l'évolution de la situation militaire? On tourne un peu autour du pot. Est-ce que oui ou non, tout le monde est d'accord que le Rwanda a violé le droit international et occupe le territoire congolais? Si on est d'accord avec cela, pourquoi on ne reconnaît pas le Rwanda comme étant un agresseur, y compris dans les accords? Parce que si
on ne commence pas par dire au Rwanda que vous violez le droit international en ayant vos troupes sur le territoire congolais, mais on discute de quelque chose qui est un peu Donc s'il n'y a pas ça, l'accord ambigu. L'accord n'est pas bon? Non, ce n'est pas que l'accord n'est pas bon. L'accord est bon pour les États-Unis, très bon pour les États-Unis. Mais est-ce qu'il est suffisamment bon pour le Congo? C'est ça la vraie question. Et la démarche, de mon point de vue, la démarche des Congolais dans cette affaire, et d'ailleurs c'est aussi bon pour le Rwanda. Pourquoi? Quelque part. Parce que les Rwandais, pour l'instant, sont sur le terrain et ils financent l'invasion et l'agression du Congo avec les ressources congolaises. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est-à-dire que vous venez agresser, dominer les gens en utilisant leurs propres ressources. Donc, en fait, le Rwanda ne dépense pas d'argent pour faire la guerre au Congo. Il utilise les ressources du Congo pour faire la guerre aux Congolais. Et donc, de ce point de vue-là, jusque-là, eh bien, les seuls perdants dans les deux cas de figure, ce sont les Congolais. Donc, si les Congolais pouvaient pousser leur agenda avant la signature à Washington de l'accord final, en faisant reconnaître, puisque les États-Unis, les membres du Congrès américain, tout le monde est unanime à reconnaître que le Rwanda viole le droit international, occupe le territoire du Congo, mais pourquoi on n'est pas sanctionné avant même de poursuivre la fin de l'accord? Vous avez vu ce qui est arrivé à la Russie avec l'Ukraine. Vous êtes bien placé pour savoir que... Mais la Russie n'a pas fait le 10e de ce que fait le Rwanda en RDC, mais la Russie a eu toutes les sanctions de la planète. Je ne sais pas à combien de sanctions on est aujourd'hui par rapport à la Russie, mais le Rwanda n'a pas une seule sanction. Donc il y a quelque chose qui est aberrant du point de vue du respect de la Charte des Nations Unies et du respect de la souveraineté des États et du respect des droits humains. Il y a quelque chose là qui est terriblement aberrant pour les populations congolaises et pour la souveraineté du Congo, qui est un pays membre, je le rappelle, quand même des Nations Unies. Donc on devrait pouvoir appliquer au Rwanda ce qu'on applique à la Russie, alors que de ce que je sais du conflit congolais, le Rwanda a commis des atrocités depuis 1900. Ça fait 30 ans que le Rwanda commet des atrocités sur le territoire congolais, sans aucune sanction. Alors, il n'y a pas que le Rwanda. Je voulais poser une question sur... quand nous avons réalisé ce reportage au Congo, nous sommes allés dans une région qui est une région de l'Est, mais qui a aussi des problèmes parfois similaires à ceux du Kivu, qui est l'Ituri. Nous étions là au moment où s'est produit un massacre dans la ville de Komanda, à peu près à 70 km au sud de Bunia. Nous sommes rendus dans cette communauté catholique qui a été, une quarantaine de fidèles ont été assassinés par un groupe qui s'appelle ADF Nalu, d'origine ougandaise, ayant fait allégeance à l'État islamique, dans une zone où l'armée ougandaise et l'armée congolaise sont censées faire la police ensemble et ont un accord également. Ces tueries semblent monnaie courante. J'ai pu le constater en voyant des villages qui ont été détruits autour de ce même village. Est-ce que finalement, c'est sans fin et c'est 10 millions de morts en tout. Est-ce que ça va s'arrêter un jour, tout ça? Non, ça ne va pas s'arrêter tant que les Congolais ne vont pas décider, je dirais, mais de façon radicale. Quand je dis radicale, ce n'est pas une histoire de violence, c'est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appliquer à la Russie ce que vous n'osez pas appliquer au Rwanda. Il y a quelque chose. La Russie, c'est quand même un pays puissant, c'est un pays membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. Le Rwanda, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude de la communauté internationale d'être aussi intolérant vis-à-vis de la Russie, mais je dirais aussi magnanime vis-à-vis du Rwanda? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon, et quand on a dit cela... Vous ne pensez pas que c'est la question des ressources, finalement, qui explique? Mais bien sûr que, écoutez, le président Laurent Désiré Kabila, qui est arrivé au pouvoir en 1997 avec les États-Unis, le Rwanda et l'Ouganda, il a dit que l'agression en 1998, je crois que les Congolais n'ont pas beaucoup écouté, tout simplement parce que
les Congolais continuent de l'accuser d'être venu avec les Rwandais, etc. Mais sauf qu'il a payé. Il a payé de sa vie la résistance aux Rwandais. Donc, il a dit que ce qui nous arrive ici, c'est tout simplement pour des motivations économiques et financières. C'est parce que le Congo a cette chance d'être un pays scandale géologique. Ils ont toutes les ressources qu'on peut vouloir sur Terre pour les nouvelles technologies, pour tout. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on veut les exterminer. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de les exterminer et sans que personne ne lève le moindre petit doigt. Donc, je dis simplement que ce que vous dites à propos de ce que vous avez vu en Ituri, mais c'est récurrent. En 1996, la première personne que les troupes rwandaises et ougandaises ont assassinée, c'est Monseigneur Muziroa, l'archevêque de Bukavu. Aujourd'hui, Bukavu est occupé par les troupes rwandaises. À l'époque, je me souviens, j'avais dit, j'en parlais avec les militaires de Turquoise, etc., quand je leur demandais, mais quand M. Balladur vous avait demandé de vous déployer à Goma, est-ce qu'il savait que Goma allait devenir la plaque tournante du trafic international de coltan? Et ils m'ont dit non, mais que le but à l'époque, c'était d'éviter des affrontements avec Kagame. Or, ce qui a fait la force des accusations contre Turquoise, c'est qu'ils s'étaient dit, ceux qui ont mis Kagame au pouvoir, ils savaient que c'était pour prendre Bukavu, pour prendre Goma, pour prendre le nord et le sud Kivu. Donc, quand je l'ai dit que la stratégie qui a été utilisée en mettant Kagame au pouvoir en 1994, c'était pour prendre les richesses du Congo, tout le monde s'est moqué de ça. C'est ça la preuve aujourd'hui. C'est ça que tout le monde voit aujourd'hui. Et il n'y a plus personne pour me contester là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est récurrent, mais il faut que les Congolais comprennent. Mais je le leur redis, je leur ai déjà dit, je répète, qu'ils sont seuls. Seuls face à leur destin, c'est une situation qui est inédite sur le plan international, de voir un pays qui est autant agressé, avec autant de millions de morts, autant de milliers de femmes violées, et personne ne dit rien. Il n'y a pas de sanction vis-à-vis de cela. Le Rwanda lui-même, si on revient au cas du Rwanda, ils ont eu, en 1994, entre 600 000 et 800 000 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé un tribunal pénal international pour ça. Ils poursuivent 30 ans après les gens qui ont commis les crimes au Congo. Mais les mêmes qui le font, qui ont participé à ce qui s'est passé dans leur pays ou qui ont vécu ce qui s'est passé dans leur pays, sont en train de faire pire vis-à-vis des Congolais qui ne leur ont jamais rien fait. Et personne ne dit rien. Donc, de mon point de vue, les Congolais sont seuls. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que le pape François leur a dit quand il était là-bas. Il a dit, vous êtes seuls face à votre destin. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous n'aurez pas grand monde si vous vous laissez acheter ou manipuler, mais vous allez perdre votre pays. Et je continue à dire aux Congolais que la stratégie aujourd'hui qui est sur la table, c'est qu'on va leur arracher leur pays, on va leur prendre leur pays, et ils vont être des réfugiés et ils vont errer partout. Parce que les Rwandais ont commencé, je ne sais pas si vous avez dû voir ça, les Rwandais ont commencé à ramener des populations du Rwanda pour les installer à l'est du Congo. En faisant croire que ce sont des populations rwandophones qui habitent là depuis des siècles. Le M23 se présente comme des Tutsis congolais. Mais oui, mais vous voyez, on est dans une configuration... Ce dossier est épuisant parce que quand vous le comprenez, quand vous comprenez ce qui s'y passe, en fait, vous pouvez passer pour un fou, en fait. Pourquoi? Parce que vous allez être seul, ou 2 ou 3, 4 à dire la même chose, et vous allez avoir le monde entier qui est silencieux, et vous allez avoir quelques personnes qui vont... la majorité des personnes qui vont dire oui, vous exagérez un peu, etc. Lorsque le professeur Bernard Debré, ministre de la France et de la Coopération, me reçoit dans son bureau, à l'hôpital Cochin, il me dit, Monsieur Nana, j'ai rencontré des Tutsis au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Leur objectif, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est de créer un État à l'est du Congo, en utilisant ces ressources-là. Mais je le regarde avec des grands yeux comme ça. Ce qu'il me dit, c'est le fruit de son expérience et ses échanges.
Mais c'est tellement énorme que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quand il écrit son livre Le Retour du Mwami, il dit la même chose avec plus de détails. Je suis surpris que personne ne l'attaque pour ça. Je découvre en faisant mes recherches un rapport qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994, qui parle de la création d'un Tutsi Land. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. On va toujours vous parler des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais. On va vous parler des FDLR ou tout génocidaire qui menacent ou qui menacerait les Tutsis, le Rwanda. Et qui sont la raison pour laquelle le Rwanda officiellement intervient, c'est ça? Mais ce qui est faux, hein, complètement faux, parce que il y a les rapports du Pentagone disent le contraire. Bon, on peut y revenir si vous voulez. Mais, enfin, c'est une force qui est résiduelle, quoi. Mais écoutez, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, ça fait 30 ans. Oui. Donc, imaginons qu'ils avaient, enfin, les plus vieux dans l'armée avaient 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Donc, ce n'est pas crédible. Deuxième chose, en 2009, le Rwanda a signé un accord militaire avec le Congo pour venir extirper les FDLR. Ils sont rentrés sur le territoire congolais. Ils ont patrouillé pendant près de 3 semaines avec l'armée congolaise pour éradiquer les FDLR. Qu'est-ce qu'il est... Mais ils ont laissé des FDLR sur place? Non. Et quand vous voyez que le M23 et les troupes rwandaises occupent l'est du Congo depuis un certain temps, mais ils n'ont pas réussi à éradiquer tout, puisque c'est eux qui contrôlent, ce sont même pas les Congolais qui contrôlent cette zone. Donc, ils n'ont pas réussi à éradiquer les FDLR. Non. Cet argument est un argument fallacieux. Le problème dans cette histoire, c'est que quand je découvre ce rapport, eh bien, je me rends compte que ce rapport a été communiqué directement à la Maison-Blanche. Donc, la Maison-Blanche était parfaitement au courant qu'il y a ce projet de créer un État avec des Tutsis dans la sous-région. Et quand vous dites ça, on vous dit, oui, vous avez des idées, je ne sais pas, moi, je ne suis pas congolais, etc. Et surtout que le général Kenno me l'avait dit également. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une stratégie américaine? Alors, quand on parle d'Américains, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a la politique d'avant et la politique de Trump. On va mettre à part celle de Trump, mais est-ce que vous voyez un phénomène qu'on peut appeler une forme d'évolution souhaitée par les États-Unis, d'une forme de balkanisation de la région, de la même manière qu'ils ont fait avec le Kosovo en Serbie, avec la Macédoine du Nord par rapport à la Grèce, c'est-à-dire de créer des proto-États à leur solde, de façon finalement à perturber le jeu régional et à finalement faire des affaires, quoi. Vous avez mis le doigt sur la question fondamentale. Souvenez-vous que la question de la Serbie, quid de Trump après? Oui, la question de la Serbie a eu lieu au même moment que les événements du Rwanda en 1994. C'est pas innocent, ma question. Voilà. Donc, il y a effectivement là, et je pense, quand je disais tout à l'heure que Trump marchait sur les œufs, c'est que cette administration clintonienne, dont les membres influents qui ont défendu la politique de Kagame de prise de pouvoir par la violence et par la force en 1994 au Rwanda, se sont retrouvés avec Biden. Ces gens-là, aujourd'hui, qui ont combattu Trump d'ailleurs, mais ils sont restés influents et ils ont beaucoup de pouvoir encore aux États-Unis. Bon, donc le problème, c'est que quand M. Trump est arrivé, quand il y a eu son envoyé spécial au Congo, etc., moi, je voyais que les Congolais étaient contents, ravis, que quelque chose de nouveau va se produire. Et moi, je les comprends. Mais sauf que quand vous analysez dans le détail comment ça fonctionne aux États-Unis, vous comprenez que ces gens qui combattent le président Trump aux États-Unis, mais qui le combattent mais vigoureusement, ce ne sont pas des gens qui sont capables de fléchir facilement, d'accepter que la donne qu'ils ont mise en place depuis 30 ans change aussi facilement avec un accord, fut-il signé à Washington. Alors, est-ce que, justement, l'axe
principal de la politique internationale de Donald Trump, c'est-à-dire de considérer que l'affrontement final, et on va le voir sans doute avec ce désir d'arrêter la guerre en Ukraine, cette rencontre avec Poutine, etc., que Trump est prêt à aller très loin pour arrêter cette guerre, pour arrêter un certain nombre de conflits, de façon à se concentrer sur un adversaire principal, qui est la Chine. Tout ce que vous me dites sur la région des Grands Lacs et sur la question des ressources est intimement lié à la Chine, parce que ce chaos profite essentiellement aux Chinois, qui prélèvent, je crois, quelques 90% du cobalt, par exemple, de la région, et on sent bien que les Américains, avec cet accord, ont bien envie de